Les experts basket, saison 4, épisode 1, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle saison. Mais vous le savez, on ne change pas les choses qui fonctionnent. Alors on est toujours avec notre consultant Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. Comment allez-vous? C'est un plaisir de vous retrouver. Ça va très bien, les vacances étaient trop longues. J'avais hâte de revenir et hâte de retravailler. Eh ben, ça tombe bien puisqu'on va tout de suite attaquer. On a déjà beaucoup de choses à raconter alors que la saison n'a pas vraiment encore commencé. C'est le débrief. Nous sommes à Lille le 22 septembre et Monaco a déjà gagné un titre avec donc cette nouvelle compétition, la Super Coupe de France qui réunissait à Roland-Garros le Paris Basketball qui avait réalisé le doublé l'an passé, Le Mans qui avait remporté la Leaders Cup, Monaco donc le dauphin de Paris en championnat et Boulazac champion de Pro B et Monaco a donc remporté cette compétition à Roland-Garros. Façon idéale de lancer cette saison. Tout à fait, dans un format totalement nouveau, avec 2 matchs d'affilée, pas trop de repos. Monaco a montré un visage extrêmement dominateur, donc effectivement on ne peut pas rêver d'un meilleur début de saison pour Monaco. Parlons un petit peu justement de ce parcours. Cela a commencé en demi-finale face à Boulazac, donc promu cette saison en Betclic Elite, et le promu qui a embêté Monaco, on va dire, 3/4 temps avant que la machine se mette en route. Un promu très intéressant d'ailleurs, Boulazac, qui a fait venir un joueur de très haut niveau qui s'appelle Tony Snell, qui a joué beaucoup de matchs en NBA. Effectivement, ils ont tenu assez de temps, mais après forcément la force... au-delà de la force individuelle, la force collective monégasque a fait en sorte que la victoire a été pour la Roca Team. 95-70 le score final. Vous avez employé ce terme de force collective. 27 passes décisives pour une reprise. Incroyable. Incroyable, effectivement. Mais après, c'est ce qui est bien quand il y a une continuité entre les saisons. Chose que la Roca Team a réussi à faire pendant ces dernières saisons. C'est-à-dire garder une ossature. Il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent déjà. Les joueurs qui sont arrivés sont des joueurs très intelligents aussi. Et voilà, il y a une espèce d'académie de jeu qui se met en place. Et après, il ne faut pas se mentir, c'est le début de saison, tout le monde a envie de partager la gonfle. Mais voilà, les intentions sont très bonnes. Plus 25 en demi-finale donc face à Boulazac et plus 25 en finale face au Mans avec cette victoire 104-79 où là, les Monégasques ont étouffé d'entrée le MSB. Oui, là pour le coup, il n'y a absolument pas eu de match. Alors j'étais dans la salle, donc j'ai pu voir un peu les attitudes, etc. Et j'ai pu voir que c'était une Roca Team très appliquée, avec un coaching staff qui était en train d'annoncer les systèmes du Mans, qui ont vite, c'est-à-dire, je perds mon mot. Mais allez-y, on a tout le temps. Identifier les forces du Mans. Et les lignes de passe étaient coupées, tout le monde défensait agressivement. C'était vraiment Monaco en mode conquête de titre et Le Mans n'avait aucune chance. Avec notamment une grosse présence au rebond. On a vu 12 rebonds offensifs captés par Monaco en première mi-temps. C'est monstrueux avec des joueurs comme Daniel Theis, Nicolas Mirotic, Alpha Diallo, mon chouchou, toujours ça ne changera jamais, je suis d'accord avec vous. On voit l'impact physique de Monaco. Physiquement, c'est monstrueux, c'est grand. Et d'ailleurs, rien à voir. Mais à un moment donné, quand il y a eu le 5 majeur qui est rentré, ça m'a impacté d'un coup. J'ai fait, mais c'est quoi ce 5 majeur de fou, quoi? Vraiment, avec des joueurs comme Mirotic, Daniel Theis, Mike James, des joueurs NBA, et Alpha Diallo, mais c'est incroyable. Donc effectivement, l'impact physique monégasque a su faire la différence au rebond. Au service toujours du collectif, parce qu'il y avait eu 27 assists donc en demi, il y en a eu 24 contre Le Mans. On est resté dans cette académie de jeu, comme vous dites. Non, vraiment, c'est vrai. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au-delà du fait qu'il y a eu des passes décisives, il y a eu des individualités qui se sont montrées aussi, notamment Elio Kobo, on en parlera plus tard, Mike James. Et d'autres joueurs. Donc si vraiment les talents individuels arrivent à s'exprimer dans ce collectif-là, attention Monaco, ça va faire du grabuge. Ali, c'est le moment de mettre votre casquette de mathématicien. Je vais vous demander de m'expliquer ces chiffres. 8 ballons perdus pour Monaco, 19 pour Le Mans et 11 interceptions pour la Roca Team. Le delta et le différentiel est assez énorme entre les deux équipes. Le différentiel est monstrueux, mais ça, c'est une tendance monégasque. Ça a toujours été le cas depuis que Monaco est en Euroleague. C'est une équipe qui perd très peu de ballons et qui a la capacité à faire perdre énormément de ballons à son adversaire. Là, je vais essayer de parler de tête des statistiques monégasques, mais en général, c'est ça. Ils sont dans leur stat d'Euroleague. Parce que je me concentrais beaucoup sur l'Euroleague. C'est en général faire perdre le ballon 11-12 fois à l'adversaire. Et c'est, j'ai l'impression que Monaco, il n'y a pas eu d'intersaison. Ils ont enchaîné la saison sans problème. Donc clairement, oui, la clé de la victoire, c'est les rebonds offensifs et bien sûr le fait d'avoir fait perdre 19 ballons à l'adversaire.
Et le MVP, donc au milieu de ce collectif, vous l'avez dit, c'est Mike James, qui encore une fois a été très juste dans son jeu. Oui, très juste, il n'a pas forcé, il a laissé le jeu venir à lui. Et ce que j'aime chez lui, c'est quand il est agressif, quand il va au panier, parce qu'à partir de là, il ouvre les passes pour ses coéquipiers. Et justement, après, il va chercher des points sur la ligne de lancer franc, à 2 points, à 3 points. Non, il a été très bon et j'ai beaucoup aimé son application défensive aussi. 8 joueurs à 8 points ou plus côté Roca Team, c'est l'illustration parfaite qu'il a su trouver justement et faire briller ses partenaires. Oui, exactement. Ça revient à mon point sur le fait qu'il y a énormément de passes décisives, mais il y a quand même des individualités qui en ressortent et qui arrivent à s'exprimer dans ce collectif. Et c'est vraiment un très très bon signe pour la Roca Team. Alors avec ce titre déjà glané déjà au mois de septembre, alors qu'on s'en souvient l'an dernier, ça avait fait du 0/3 lors des finales. Oui. Bien, est-ce que cette saison est déjà meilleure que la précédente? Est-ce qu'on balaye déjà Ali une finale d'Euroleague l'an passé? Alors calmons-nous. Enflammons-nous. Non, ne nous enflammons pas, ce n'est que le début. Alors c'est clairement un trophée, c'est le début de la saison, personne n'est en place, même si Monaco a l'air d'être quand même en avance. Mieux que Paris déjà. Voilà, exactement. Alors oui, ça fait un trophée, on le met dans l'armoire à trophées, mais il en faudra un petit peu plus pour que tout le monde soit satisfait. On est bien d'accord, mais ça fait déjà un trophée déjà dans la vitrine alors qu'on est à peine au tout début de saison. Passons désormais à la chronique du Point d'Ali. Ali, nous allons profiter justement du fait que vous étiez en région parisienne à Roland-Garros pour voir cette toute nouvelle compétition, cette super Coupe de France. Parlez-moi un petit peu de l'ambiance et de l'atmosphère dans cette salle. Et est-ce que c'était une réussite, encore une fois, de mettre du basket à Roland-Garros? Alors pour une première, moi je suis plutôt satisfait. Il y avait du monde, alors de ce que j'ai pu entendre, entre 7 et 8 000 personnes. Ouais, alors c'est vrai que quand on voit les images, ça a l'air un peu clairsemé. Mais après, il faut dire que le cours Philippe Chatrier est immense, 15 000 places. Mais les gens de la LNB étaient plutôt satisfaits. Moi, j'ai aimé le fait qu'on a pu voir du basket de plutôt bon niveau. Il y avait des bonnes équipes qui jouaient. L'ambiance n'était pas folle, clairement, mais c'est la première. C'est une première pour une compétition comme ça. Et pour une première, je pense que c'était très satisfaisant. Ça avait déjà bien marché, on s'en souvient pour des finales de Betclic Elite où Monaco avait sweepé Boulogne-le-Valois avec Jordan Lloyd qui avait sa fin de match incroyable déjà à Roland-Garros. Non, exactement, mais je pense que dans le futur, ce sera encore mieux au niveau ambiance parce qu'il faut installer une nouvelle compétition comme ça. Et pour une première, je pense que c'était plutôt pas mal. Il y a eu un spectacle. Après, il y a eu Monaco a tout dominé, mais on a pu voir quand même des matchs assez intéressants, donc c'était plutôt cool. L'Euroleague, on avait vu, était parti du côté du Moyen-Orient, des Émirats Arabes Unis pour son Final Four. Est-ce que là aussi, c'est intéressant pour le championnat de France, pour la Betclic Elite, de délocaliser comme ça des gros matchs dans des enceintes un peu mythiques de l'Hexagone? Oui, bien sûr. Alors clairement, c'est bon pour le marketing. C'est bien d'avoir un changement d'habitat entre guillemets pour les matchs et ça fait parler clairement parce que c'est un endroit tellement mythique que c'est quelque chose qui peut devenir être pérenne dans le temps. Vous avez échangé un peu avec les joueurs. Vous d'ailleurs, en tant qu'ancien joueur, vous aurez kiffé jouer dans ce genre d'endroit? Ah oui, clairement. Alors j'ai eu la chance de fouler le parquet pour dire coucou au public. Et c'est vrai que je me disais, les sensations sont plutôt pas mal. Le parquet est bon, les paniers sont plutôt pas mal. Derrière le panier, ça fait pas trop bizarre. J'aurais mis quelques paniers là-dedans. Donc j'aurais adoré jouer là-dedans. Ça fait donc 4/4 pour Monaco. À Roland-Garros, les Monégasques qui sont à l'aise sur la terre battue parisienne. On passe à cette dernière chronique, c'est la question du jour. Et on va rester justement, Ali, du côté de Ali, du côté de Roland-Garros, puisqu'on va parler de cette phrase d'Eli Okobo. Cette fois-ci, qui a dit « On veut marcher sur les traces de Rafael Nadal ». Ça veut dire donc, là aussi on ne va pas s'enflammer tout de suite, mais est-ce que cette équipe de Monaco peut tout rafler, peut tout gagner cette saison? Alors, est-ce qu'elle le peut? Oui, c'est clairement la meilleure. Là, sur le papier, c'est la meilleure équipe de France et c'est l'une des toutes meilleures équipes en Europe. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Okay. Ensuite, entre pouvoir et vouloir, il y a un delta. Dans la saison, on verra. Pour l'instant, tout va bien. On sait très bien que quand on arrive au cœur de l'hiver, c'est les moments où c'est un peu compliqué dans la saison. Mais clairement, quand on voit ce qu'on a pu voir sur cette compétition, il y a matière à espérer. Alors, on est encore, on le rappelle, en tout début de saison. On ne va pas s'enflammer. Mais sur le papier, est-ce que pour vous, cette équipe de Monaco est la plus forte de l'histoire? Est-ce qu'il y a des outils partout, j'allais dire? Sur le papier, oui, parce qu'il y a eu un recrutement assez intelligent. Ouais. Par exemple, la saison dernière, ce qui nous manquait, c'était un joueur dans le rôle de Dante Hall, qui est parti, qui est remplacé par j'allais dire Kylian Hayes.
Kevarius Hayes, qui est un joueur que j'adore, hein, vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé le voir jouer. Vous l'avez dit d'ailleurs l'an dernier, à de nombreuses fois, c'est lui qu'il faut prendre, c'est vraiment l'archétype typique du 5 qu'il faut à Monaco. Totalement complémentaire d'un joueur comme Daniel Theis ou d'un joueur comme Nikola Mirotic. C'est la verticalité, la protection du panier, les sorties très fortes sur les écrans. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est l'effectif là. Ouais, c'est l'équipe la plus forte que Monaco n'a jamais eue, clairement. On va parler justement sur le recrutement. Vous avez donc déjà évoqué le cas de Kevarius Hayes. On va parler quand même de l'autre recrue, peut-être encore plus star et clinquante, c'est Mirotic, MVP de l'Euroleague en 2022 quand il était du côté du Barça. Certains pouvaient craindre que ça allait être encore un peu un joueur cramé à l'histoire de ce qu'on avait vu auparavant. Votre regard un petit peu là-dessus. Rassurez-nous, on n'est pas sur du Kemba Walker. Vous m'avez posé la question, j'ai dit c'est une très bonne recrue. On a enfin ce poste 4 shooter, et ce qui est bien avec Nikola Mirotic, ce n'est pas qu'un poste 4 shooter. C'est quelqu'un qui peut post-up, c'est quelqu'un qui prend énormément de rebonds. C'est un joueur intelligent qui peut bouger le ballon. La saison dernière, il a fait une grosse saison encore. Dans le marasme de Milan, il fait une grosse saison. Moi, j'ai dit, s'il était en bonne santé, il apporterait énormément. Et là, on voit qu'il est en bonne santé. Et clairement, c'est un joueur, enfin Nikola Mirotic en France, quoi, vous vous rendez compte, c'est une superstar. C'est un joueur qui a décidé de lui-même de refuser l'NBA quand même. C'est pas n'importe qui. Il y en a peu qui peuvent le faire. Il y en a peu qui peuvent le faire. Donc non, c'est une super recrue. On a enfin ce fameux poste 4 shooter qui manque à la Roca Team depuis 95 ans. Oui, restons dans les hitch après Mirotic. On a Nedovic. Là aussi, on est dans du shooter certifié. Un Serbe comme ça qui dégaine avec une très bonne expérience Euroleague. Là aussi, ça a tout l'air d'être une bonne pioche. Grosse surprise, hein, je ne voyais pas du tout cette signature arriver. Alors là, on a le joueur clutch. C'est un joueur extrêmement clutch. Alors c'est quelqu'un qui est fragile, donc je pense qu'il va manquer pas mal de matchs. Mais c'est quelqu'un qui a, comme on dit, une belle paire et qui n'a pas peur de prendre les gros shoots dans les moments clés. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'a pris et qu'il saura mettre des shoots pour faire gagner les gros matchs. Sur le rayon des départs, alors il y en a eu pas mal. Déjà, on a une grosse pensée pour Mame Diaité, malheureusement, avec sa grosse blessure pour lui, alors qu'il allait avoir normalement un rôle assez intéressant et beaucoup de minutes du côté de Dubaï. Le dernier départ, c'est celui de Lloyd, qui a flambé avec la Pologne à l'Euro et qui, du coup, en a profité pour aller chercher quelques millions. Il a capitalisé, là, clairement. Alors, à la base, il se battait au Real Madrid. Finalement, c'était compliqué. Donc, il s'est retrouvé à l'Anadolu Efes, où on retrouvera beaucoup de Français. Pas mal, l'équipe qui est en train de monter là-bas à Efes. Beaubois, une grosse équipe, faudrait les surveiller. Donc, je suis content pour lui. Et puis, ça dégorge un peu les lignes arrière monégasques, qui était quand même, à mon sens, il y avait du monde quand même. Et j'ai envie de parler d'un petit joueur quand même que j'ai beaucoup apprécié. C'est David Michino. Je pense que c'est un joueur qui peut surprendre du monde cette saison. Qui sera plus qu'un joueur pour faire le quota JFL. Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et dès qu'il rentre, il apporte un punch incroyable, du scoring, de la défense. Donc, le petit Michino, je pense qu'il aura un rôle intéressant. Un joueur référencé quand même, il ne sort pas de nulle part. Il ne sort pas de nulle part. C'est un joueur qui a de l'expérience en Europe et qui saura apporter son quota. Désolé, vous comptiez pas parler de lui, mais moi je voulais en parler. Mais j'aime bien, mais c'est aussi votre émission. C'est votre émission. C'est mon émission, effectivement. Sur justement toujours les départs, les Papagiannis, les Vito Brown, Corneli, est-ce que c'est décevant de les voir partir? Est-ce que c'était logique au vu de la situation? C'est logique, ils n'étaient plus du tout dans les plans de Spanoulis. Il y en a d'autres, je suis sûr que vous allez nous les citer. Ils sont là, Calates et Motiejunas, on en fait quoi des deux derniers? Calates, malheureusement, on ne peut plus en faire grand-chose. Encore une fois, les lignes arrière sont totalement engorgées. À la main, tu as Strazel, tu as Mike James, tu as éventuellement Okobo, voire Nedovic. Donc clairement, Nick Calates, je pense qu'il n'est plus du tout dans les plans de Vassilis Spanoulis. On peut compter sur lui pour être très professionnel en attendant qu'il trouve une destination. Mais bon, il partira. Pareil pour Motiejunas, qui n'est plus du tout utilisé. Et je trouve ça dommage, parce que dans la classe Motiejunas, c'est quelqu'un qui peut apporter de la fixation à l'intérieur. On sait ses qualités. Quand on met la balle à l'intérieur, soit les scores, soit les ressorts. Moi, je trouve que c'est quand même dommage de ne plus l'utiliser, même s'il y a Daniel Theis et Kevarius Hayes. Il apporte, justement, il serait complémentaire en plus, ces deux joueurs-là. Si on a donc le départ de Calates, combiné à celui de Jordan Lloyd, on en arrive à un rôle accru pour Mathieu Strazel. Et ça, c'est très intéressant aussi. Mathieu Strazel, c'est bon, il a installé dans la rotation, il est installé en équipe de France. Je pense qu'il aurait été meneur titulaire de l'équipe de France s'il n'était pas blessé. Donc clairement, Mathieu Strazel, on continuera à prendre un rôle
un rôle important et ça va être le relais de Mike James. Quand Mike James partira, on aura Mathieu Strasel. C'est beau ce que vous dites. Un mot aussi sur un autre revenant, malheureusement aussi déjà blessé, mais qui a montré de très belles choses en pré-saison. Yohan Makoundou. Yohan Makoundou est de retour. On a quand même une très belle base JFL. Vous rajoutez Terry Tarpé aussi, qui sera toujours utile. C'est énorme. Oui, Yohan Makoundou qui a fait une très belle pré-saison. Il aura un rôle aussi, non? Voilà, il aura un rôle, même si c'est quand même, il y a du monde sur le poste 4 aussi. Hein. On a deux têtes, on a qui? On a Blossom Game. Oui, Diallo qui peut jouer, Mirotic. Alpha Diallo, Mirotic. Bon, il aura quand même un rôle et il a vraiment progressé. Il est parti en Eurocup, il est parti à l'étranger, il est revenu, il pourra avoir un rôle énorme. Moi, franchement, j'avais oublié. Il va encore amener la dimension athlétique à cette équipe de Monaco. Puisqu'il a progressé avec ses prêts qui ont été bénéfiques aussi. Exactement, les prêts ont été très bénéfiques. Ali, merci. Mais avant de se quitter, j'aimerais avoir vos pronos pour cette saison. Vous le savez, si à chaque fois vous êtes quand même plutôt très bon. Oui. Donc, on a déjà un titre pour Monaco, ça c'est fait. Mais combien est-ce que Monaco va englaner? Dites-moi un petit peu ce que ça va donner pour la Roca Team, que ce soit en championnat, en Euroleague ou en Coupe de France. Alors, champion de France, il n'y a pas le choix. Donc, le champion de France, obligé de le prendre. Ça, ok, on coche. Hop, on prend champion de France. On rajoute, cette année, l'Euroleague, c'est pour nous. D'accord. On prend aussi, on prend l'Euroleague et je vous laisse la Leaders Cup et la Coupe de France. Ça va? C'est ce genre de saison. Je dis 3 trophées, mais les trophées les plus importants. Voilà. Rendez-vous en fin de saison pour voir si une nouvelle fois cette boule de cristal marche toujours aussi bien. Merci beaucoup, mon cher Ali. Merci à vous. Une très bonne saison et puis on se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Experts Basket sur Monaco Info.